Bonjour chers auditeurs auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que le cinéma. Et aujourd'hui nous allons parler d'un film japonais pour moi qui est déjà culte. Un film qui était sorti en 2019 en France, il a fait quand même le tour du monde depuis 2017, passant par de très nombreux festivals, que ce soit dans son pays d'origine au Japon, que ce soit au Québec, à Fantasia, qui est un très bon festival de cinéma de genre que je vous conseille vivement, passant par la nos amis belges et aussi passant par la France, où en 2018 il a été projeté notamment pour le Festival international du film de Roche-sur-Yon, qui est un festival très sympathique que je vous conseille le passage si vous passez des fois dans cette région magnifique. Et du coup, sorti en 2019 en France, donc en gros un bon paquet de temps après ses projections festival, il s'agit d'un film qui parle de films zombies, mais à la fois aussi beaucoup de cinéma. C'est un film qui est devenu littéralement culte, on va dire, chez beaucoup de cinéphiles, et notamment chez même les fans de genre, parce que simplement ça parle avec beaucoup de sincérité du cinéma de genre. Et que moi, perso, c'est quelque chose qui me touche énormément. J'aime beaucoup des films qui sont faits avec peu de moyens. Je connais beaucoup de films justement qui ont été faits avec 3 francs 6 sous, mais qui sont bourrés d'ingéniosité et bourrés de cœur. Et c'est quelque chose qui me manque énormément des fois dans certains films, c'est du cœur. Et je vais prendre un exemple, par exemple, quand j'étais au Festival du film fantastique de Strasbourg. Oh, j'ai un petit message, c'est gentil. Du coup, du film fantastique de Strasbourg, où j'avais vu un film dont je me souviens plus le titre, mais qui me reste tout le temps dans ma tête en image. Où c'est l'histoire d'un prêtre qui va dans une cabane près d'un lac et qui va tomber, et qui est muet, et du coup qui va tomber amoureux d'une sirène qui est dans ce lac. Alors tu sens que le film a été fait avec... tout était allé dans les... Comment ça s'appelle, dans les lentilles de contact de l'actrice, tout est allé dans la GoPro pour faire des vidéos dans l'eau, et sur le Canon 5D à l'époque. Bon, il y a quand même quelques années déjà. Et du coup, c'est un film qui est fauché, qui a pas une thune, mais c'est un film qui est bourré de bonnes idées et d'ingéniosité et de cœur. Et ça, je ne pourrais jamais lui enlever. Et ce qui fait que des années encore plus tard, je m'en souviens. Comme dernièrement, je vous conseille un très bon film qui s'appelle Crabs. Pour tous ceux qui l'ont vu à Gérardmer, franchement, c'est génial, Crabs. C'est peut-être j'en parlerai plus dans mon top de l'année parce que c'est clairement un film que je surkiffe parce qu'il est débile, généralement débilement as fuck, et c'est juste tout ce que j'aime du cinéma de genre, un peu B, un peu Z, comme je les aime. Mais jamais péjoratif chez moi. Le B et le Z, justement, restent que des belles lettres, justement parce que c'est le cinéma fauché, on a de l'idée. Bon, il y a des gros films de merde, bien sûr, mais il y a aussi des films remplis de bonnes idées, et ça, c'est le cinéma, et ça, c'est beau. Et derrière, on a un homme que j'appelle singe copieur, qui s'appelle Michel Hazanavicius, très connu pour les OSS 117, pour The Artist, et aussi pour Le Redoutable, qui est un film que j'aime plutôt bien. Et du coup, derrière, en fait, il arrive avec une idée. Michel Hazanavicius, non, si je faisais un remake. Un remake. Voilà, enfin, un remake, on tord un peu dans tous les sens, mais on voit l'idée. Du coup, un remake réalisé par Michel Havicius avec un casting, on va dire, fort impressionnant, avec Romain Duris, Mathilde Lutz, que vous avez vu dans The Revenge, qui est vraiment bon petit film sympa, qui pour moi rate beaucoup de choses, mais qui est très sympathique. Béatrice Bejo, Luluana Barjami, dont d'ailleurs je n'ai pas fait la critique parce que simplement j'ai pas eu le temps, voilà. Mais je vous conseille vivement son film qu'elle a réalisé. C'est son premier long métrage. Il s'agit de La Colline où les rugissent les lionnes, que je vous conseille vivement, qui est un très bon film, qui sera peut-être dans mon top 10 de l'année à la fin de l'année, je ne sais rien, mais on verra bien plus tard. En tout cas, c'est un film qui est très rempli de bonnes intentions, parenthèse fermée, on retourne au film. Et du coup, Michel Hazanavicius révèle en mars 2021 qui va faire ce remake, et du coup il nous explique en gros qu'il voulait faire depuis longtemps une comédie sur le cinéma tout simplement, et il nous sort cette phrase que je trouve très intéressante. Depuis que je travaille, j'ai eu l'occasion d'observer pas mal de comportements marrants et de vivre pas mal de scènes de tournage, parfois étonnantes, parfois ridicules, parfois touchantes. J'aime bien ce matériau de base, un plateau de tournage et une espèce de micro-société un peu exacerbée, où les caractères se révèlent et souvent de manière spectaculaire. Et je pense que c'est sur ça que
en voyant peut-être le film original, qui s'est dit tiens, j'ai envie de parler de cinéma via ce film justement, et d'une situation plus du cinéma français, là où le film japonais parle quand même à la base, parce que ça a été fait par des étudiants, ça a été fait en 8 jours, ça a été fait dans l'urgence avec un budget de 25 000 $, ce qui est net peanut, pourrait se faire rembourser quand même 25 millions. Donc les mecs, ils ont bien fait un retour d'investissement. Et du coup, pour moi, je pense qu'il y a vraiment cette envie pour Michel Avicius de parler du cinéma français et de la situation qu'il a intrinsèquement vue sur beaucoup de choses. Et là, on va après parler un peu de la différence globale entre le remake et le film original. Ne coupez pas, parce que bon, au final, ils ont juste coupé le ne et le pas. Donc les titres, voilà, ça va un peu jongler. Mais du coup, ça parle de quoi? Je vous parle, mais ça parle de quoi les films? Et bah tout simplement, ça parle je vais reprendre les deux, je vais mélanger les deux résumés parce que c'est assez intéressant. Une équipe de tournage décide de tourner un film de zombies en un plan séquence dans un vieil entrepôt. La situation dégénère lorsqu'elle rencontre de véritables zombies qui les attaquent. Alors ça, c'est la première partie. C'est la première partie purement fiction où on voit toute l'intégralité du film fait en un vrai plan séquence. Alors, au Japon, je pense qu'ils ont dû vraiment le faire en vrai plan séquence parce que je me souviens pas, c'est un moment où je l'ai pas vu. Je l'ai pas revu pour cette émission. Mais du coup, de mémoire, c'était un vrai plan séquence, c'était aller jusqu'au bout. Tandis que, à la différence du film de Michel Avicius, je vois un petit peu les transitions à base de panoramiques filées et tout ça. Je les vois, les transitions. Bon, certains les ont peut-être pas vues, parce qu'ils ont peut-être pas le Gary pour faire en faisant attention au genre de détails. Mais clairement, les transitions, on les voit. Et elles se sentent des fois par moment. Et après, c'est que mon avis. Et du coup, cette première partie a pour but d'imposer justement, de montrer l'œuvre du film. Pour après mieux casser tout ça derrière, pour passer à autre chose. Le réalisateur Rémi Bouillon est choisi pour réaliser Z. Il s'agit d'un remake d'un film de zombies japonais de série Z. Ouais. Le film doit être tourné en un plan séquence et diffusé en direct sur une plateforme de streaming. D'abord réticent, Rémi finit par accepter, le tournage va virer à la catastrophe avec tous les problèmes qu'il peut y en avoir, mais il va tout faire pour garder ses équipes motivées et mener à bout les prises de vue de ce film de mort-vivant. Donc, globalement, ça c'est la deuxième partie, qui dure la plus longtemps, ça dure en gros sur un film qui dure quand même 1h50, on va dire que tu as la fiction qui dure à peu près une quarantaine de minutes, et après derrière, tu as tout l'aspect justement Inception du cinéma, sur comment un film s'est fait, comment on propose des projets, comment un tournage ça se passe globalement, parce que des fois sur un tournage français, ça se passe globalement français comme ça, et c'est là que je vais mettre un hic et un point de différence qui moi m'agace, et que je trouve même un peu cynique dans les intentions. Alors certains vont me dire, vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, vous me dire que c'est l'histoire de Pépette et tout ça. Le film japonais, pour moi, comme j'en parlais avec l'autre exemple que j'ai dit, c'est que pour moi, il était bourré de bonnes intentions parce que c'est fait par des amateurs, c'est fait avec des mecs et des nanas, en 8 jours, ils sont allés faire le film, ils se sont cassés le cul pendant 8 jours, ils sont une toute petite équipe, ils sont en mode run and gun de la mort, à fond les baloches, et moi, c'est ça qui me touche, de me dire que les gens vont s'investir dans un film comme ça, mais jusqu'au bout pour faire quelque chose avec leur trip. Parce qu'ils sont pas beaucoup, ils ont pas d'argent, et quand t'as pas d'argent, tu y vas avec ta bite et ton couteau, vulgairement. Bon, j'espère pas me faire striker pour cette vidéo, pour ça, mais bon, vous avez compris l'idée. Là, à la différence avec le film de Michel Avicius, c'est que je vois que le film a un minimum de moyens. Alors déjà, sur 2 points. Déjà, je veux dire 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, des fois, c'est même pas le budget de certains cinémas de genre en France. Et que ce film-là, a 4 millions. T'as des films, franchement, je trouve ça déroutant que des Julien Moret, Alexandre Bostillo, que des Pascal Logier, que plein de réalisateurs n'ont même pas des fois 4 millions d'euros pour pouvoir faire leur film. Et c'est là que ça me dérange, c'est que là où on avait la sève de l'amateurisme japonais dans ce film, fait par des amateurs, ce n'est pas du tout péjoratif, bah là, je pense qu'il y a vraiment cette perte d'identité. La première partie est très cool sur ça, mais la deuxième partie, moi justement, m'agace sur beaucoup de points. Déjà, sur notamment le casting. Un casting certes impressionnant, comme vous pouvez le voir sur l'affiche qui est juste là. Romain Duris, Bénédicte Bejo, il y a quand même
beau casting justement d'acteurs et d'actrices. Je pense notamment à mon héros du film, qui est pas des moindres, Jean-Pascal Zadi, qui est ma lumière du film, je lui fais un cœur. Tous ces moments avec lui sont géniaux et des gros pétages de barre. J'ai jamais autant rigolé que quand Jean-Pascal Zadi intervient sur les scènes. Avec Mathilda Luth, que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé dans Revenge, de Caroline Forja, qui est bourré de défauts, mais qui est vraiment un film très sympathique. Et voilà, donc vous voyez l'idée, il y a un casting, on remplace un casting d'amateurs, d'étudiants en art dramatique, qui vont se donner à fond, et pour remplacer ça par des acteurs bankable. Et là, tu perds la sève. Tu perds, je pense, avec beaucoup de cynisme, tu perds beaucoup ce qui fait l'âme du film pour en faire un truc avec un peu plus de budget. Parce que clairement, je vois l'argent dans ce film. Alors certes, il y a 5 décors et tout ça, que ça coûtait 4 millions, je fais ok. Certains vont me dire, oh mais ça coûtait que 4 millions. Oui, mais intrinsèquement, je trouve que moi, il y a vraiment... Et en ayant autant d'argent, je pense que Michel Avicius ne va pas au bout de son gimmick. C'est-à-dire le pastiche. Parce que justement, je pense qu'il aurait été plus intéressant qu'ils ne prennent aucun acteur connu. Bon, peut-être sa femme, parce que c'est Béatrice Bejo, et voilà, il l'a fait jouer dans tous ses films. Mais à la limite, j'ai envie de voir un film fait avec que des acteurs amateurs ou des nouvelles têtes du cinéma français pour pouvoir amener quelque chose de différent. Ou même faire ça avec des jeunes, des gens qui ont envie de cinéma. Et on reviendra un petit peu sur l'image du cinéma français. Donc voilà, je trouve quelque chose qui est très cynique. Et qui me fait, je pense, qui fait que je n'accroche pas à 3000% sur le film, comme je l'ai fait pour le film japonais, le film original. Et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et à côté, plus que le casting, je trouve que il y a des idées vraiment d'une maladresse que je trouve d'un point de vue échange en fait. C'est là où la production, on se moque un petit peu trop pour moi de ces séries Z dans le film. Vous dites, c'est débile, c'est complètement con, mais t'inquiète, voilà, ça va être bâclé, tout ça. Même si ça veut parler du cinéma français à la base, hein. Parce que je pense que Michel Avicius, comme je vous l'ai dit dans sa phrase, veut parler surtout du cinéma français. Mais je trouve qu'il y a toujours ces petites pointes de cinéma, c'est du film de débile et tout ça, c'est fait pour des cons, pour la ménagère. Et moi, c'est un truc que après là, je trouve très juste d'un point de vue du cinéma français, c'est qu'on a tendance vraiment de plus en plus à bâcler les scénarios, de bâcler en général les films. À une époque, le cinéma français, tu tournais énormément. T'avais le temps pour faire ton film, t'avais le temps pour penser ton cadrage. Aujourd'hui, dans le cinéma français, d'un point de vue technicien et tout ça, c'est très compliqué parce que tu es tout le temps dans le rush. Tu n'as pas le temps de bien penser tout comme il faut. C'est une pression sans cesse. Et moi, ça me fait beaucoup penser à La Nuit américaine de Truffaut, où tu dois quand même revoir ton scénario, ton cinéma, en constante permanence. Mais là, je pense qu'on n'arrive même plus à une constante permanence, c'est de base, tu ne peux pas changer. Je pense par exemple à des films qui aujourd'hui ne sont même pas finis et qu'on envoie direct au prod. On fait un peu comme dans les années 90, aux États-Unis ça se faisait, où par exemple tu avais des high concepts que tu pitchais et les mecs ils disaient oh non mais j'adore l'idée. J'ai pris par exemple, j'en parlais avec une pote pas plus tard que l'exemple de Speed. Speed, je pense que le mec il a fait je te fais un die hard dans un bus. Les producteurs ont fait banco, j'achète. Fais-moi ça, je te donne 5 millions. Film plutôt très bien et réalisé par Debon qui était l'ancien chef opérateur de Verhoeven. Voilà, ça c'est le point culture. Mais globalement, voilà, c'est des trucs que je trouve qui sont juste dans le film. Parce que bon, je vais pas dire du négatif vis-à-vis du point de vue du film japonais, hein, quand même, parce que bon, le film intrinsèquement a des bonnes qualités. Déjà, la première partie, je la trouve plutôt réussie, parce que moi, ça me fait hurler de rire par l'embarrassement, en fait, des acteurs. Encore dans le premier film japonais, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est des acteurs qui jouaient, entre guillemets, mal, ou tant bien que mal, qui se débrouillaient tant bien que mal dans leur jeu. Là, je sais que j'ai des professionnels en face de moi, qui sont très bons, mais qui derrière... essaie de jouer mal, et ça en est doute au plus jouissif, même si je trouve ça plus jouissif du côté japonais, parce que vraiment il y a une authenticité qui fait que ça sent le mauvais jeu, ça, tu t'adores ça. Là c'est plus embarrassant, c'est la vraie gêne, c'est du vrai, tu vois le génie entre le nanar et le bon film quoi. C'est ça qui est génial, cette barrière que je trouve géniale. Et là clairement, je trouve que les acteurs en font des fois beaucoup des caisses, notamment je pense
même si c'est la volonté, je parle plus dans la deuxième partie, où je trouve que beaucoup d'acteurs sont en mode ouais, non, alors que là je trouve que Romain Duris, vraiment, est exceptionnel dans le film. Enfin, la première partie, moi, il m'éclate de rire. Il m'éclate de rire. Parce que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'il voulait faire ça. Ça fait tellement longtemps qu'il voulait péter un câble, qu'il était frustré de dire. Même s'il joue mal, il veut jouer mal. Mais il y va tellement à fond que ça en est génial. Et je trouve qu'à côté, les autres acteurs en font un peu trop des caisses dans le long jeu. Et ça, c'est un problème que je trouve, que justement, je parlais d'authenticité, mais c'est là que pour moi, c'est faillible, voilà, clairement. Désolé, petite coupe suite à un petit problème d'ordinateur, du coup, on continue. Du coup, l'aspect de la transmission qui est très important dans le film, et ça passe par plein de choses. Je pense que c'est déjà présent quand même dans le film japonais, sur le point avec le père, la fille, plus ou moins amené. Là, dans le film, on est beaucoup plus accentué sur ça, justement, sur l'écart qu'il y a entre un réalisateur qui a un peu plus de pub et voilà, qui est très casé, et justement, et qui n'est pas en raccord avec l'envie de cinéma des jeunes, par exemple, et c'est ça que je trouve très intéressant. Et justement, parce que la deuxième partie passe sur l'aspect d'un drame, justement, montre des vidéos un peu dramatiques, télévisuelles, alors que les jeunes justement ont envie d'autre chose, ils veulent plus de ça, ils veulent quand même des divertissements qui peuvent être grandioses et qui avec bourré d'action. Je pense notamment, c'est pour ça que tu as beaucoup de rêves par exemple à Tarantino sur certains coins. Et il y a aussi cet aspect, par exemple, du chef opérateur un peu âgé, voilà, qui veut tenter des trucs, qui veut cadrer, qui est un peu macho et qui veut tenter, regarde, moi, c'est moi l'homme, je cadre, etc. Et là, il y a son assistant de game qui fait, ouais, mais je peux cadrer, qui propose des idées, qui a envie de zoom et tout ça pour développer son cinéma parce que ça peut être très esthétique, ça peut être très cool. Et lui il fait ah non mais tes idées de merde, tu les gardes pour toi, excuse-moi le zoom c'est dégueulasse. Alors que la nénette est quand même bourrée de bonnes idées. Et après derrière quand on va reprendre la caméra pendant un moment du film, là tu vois l'application de ces idées et à quel point ça donne vraiment du cachet à tout ça. Et tu vois, et en plus tu fais pas ça forcément très attention quand tu regardes la première partie, mais derrière, quand ça se passe, franchement, c'est tellement formidable de dire que voilà, les jeunes ont envie de cinéma, ils ont envie d'autre chose, et justement qu'ils ont envie de tenter des choses. Et moi, ça, je trouve ça beau. C'est quelque chose qui se fait énormément dans le film, et je trouve ça très juste. Donc, globalement, voilà, je suis quand même sur ce remake à deux pains, mi-raisin, mais bon, je trouve il y a quand même de très bonnes idées que je trouve très justes et qui sont quand même bourrées de bonnes intentions. Si tu te prends pas la tête comme moi, je pense que tu peux passer clairement un bon moment devant le film. Je pense que si tu veux juste voir Romain Duris péter un câble, et Dieu sait, putain, que sur la première partie, moi, je le trouve jouissif, Romain Duris. J'ai l'impression de le revoir dans ces jeunes années où il pouvait péter des câbles mais vraiment génial, et là je trouve qu'il est vraiment très 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 juste. Il sort un peu de son carcan de jeu, même s'il le retrouve beaucoup plus dans la deuxième partie parce que voilà, beaucoup plus posé et tout ça, mais globalement ça reste quand même un gros pétage de barre que je trouve très juste et que j'ai beaucoup aimé. Et après, il y a d'autres acteurs que je suis beaucoup moins fan, parce que Béatrice Bejo, en soi, j'arrive pas à la voir dans le film. Je trouve qu'elle en fait beaucoup trop des caisses, qui ont tendance un peu à m'agacer, même quand elle joue pas. Hein, j'ai l'impression que c'est une erreur de casting, à mon sens, Béatrice Bejo sur ce film. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi elle est là et tout le temps. Mais voilà, Mathilda Lutz, que je trouve excellente, parce qu'en plus, à des moments, elle est couverte de sang, un petit peu comme dans Revenge. Du coup, moi ça m'a fait penser à ça, du coup j'ai trouvé ça super cool, presque la ref. Il y a Luana Barami qui est aussi très bonne dans le film. Il y a tous les autres sont plutôt bons. Et moi, juste, je pense vraiment à Jean-Pascal Zadi en musicien. Mais c'est du génie! C'est du génie, mais le mec, à chaque interaction de Zidi est jouissif, est purement jouissif à chaque moment où il interagit. Franchement, c'est tellement marrant que je m'éclate de rire. Où le mec, il est comme ça, en plus, vous voyez, déjà il a une gueule, Zadi, de base, et derrière, quand tu le vois, il fait ah, je comprends plus rien là. Alors que l'action, elle part en what the fuck total, ça part en couille à droite à gauche, le mec, il est comme ça. Donc voilà, c'est quand même un film que je conseille vraiment parce qu'il y a quand même des gros pétages de barre, tu peux te marrer, tu peux passer un bon moment dessus si tu te casses pas trop la tête et que quand tu vois pas les fautes pour moi que fait Michel Hazanavicius d'un point de vue artistique pur. Mais après, globalement, c'est juste moi et mes idées à la con de cinéphile un peu pointu qui veut casser les couilles. Mais globalement, ça reste un film très intéressant et que je trouve
quand même un peu bourré de bonnes intentions par moment, mais terriblement maladroit. Terriblement maladroit. Mais, et parce qu'il y a toujours un mais, encore un mais, vous faites votre avis les gens. Ce n'est pas à moi de juger, c'est vous qui choisissez si vous aimez le film ou pas. Et ouais, parce que nous sommes dans un monde libre les gens. Oui, je dis beaucoup les gens. C'est chiant, c'est agaçant, c'est chiant. On me l'a reproché des fois, hein, mais bon, excusez-moi. Je m'en excuse, excusez-moi. Du coup, on va passer un petit peu à... Oh, la musique, il n'y a pas grand chose à dire, parce que bon, la musique... Mais les musiques sont quand même cool. Je sais pas si c'est pas Zidi qui les a fait, c'est qui a fait les musiques. C'est Alexandre Desplat qui a fait la musique. Et pourtant, c'est marrant, puisque je reconnais absolument pas son style à Desplat sur le coup. Là, franchement, je suis surpris. En plus, c'est marrant, parce que... En plus, quand c'est Zidi qui les a dit qu'il le fait, donc ça en est encore plus jouissif derrière, je pense. Mais voilà, passons du côté des avis négatifs et positifs. On va en prendre un qui a l'air pas trop mal. Oh, celui-là il me plaît bien, il a l'air quand même bien. Oh, bof. Oh, celui-là il a l'air marrant. Nous sommes allés le voir en avant-première. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. En avant-première, hier mardi, au cinéma Pâté-Gon, 3615 Insta Live, en direct du Festival de Cannes, j'adore vos lives, nous avons bien compris que c'était du second degré, mais faut-il encore que le film soit drôle pour faire rire le spectateur. Mais le scénario est nul et le film est nullissime. La seule chose qui nous ait plu, c'est que nous avons pu commander un Sprite dans la salle qui nous a servi un paquet de fruits secs. Oh putain. Oh mais des gens là, c'est 3615 ma life, c'est génial. Une fois bu notre boisson, nous sommes partis. La très belle salle du complexe. Oui, on peut parler un peu de cinéma quand même les gens. Quand on pense aux parodies de Mel Brooks, tellement irrésistiblement drôles, pour ne pas ne citer qu'elle, on a honte que ce film a été choisi pour ouvrir le festival. Ouais, en gros celui-là il a l'air drôle, mais bon il est pas tant que ça quoi. Tu sens le mec, c'est un peu aigri. T'es pas content, pourquoi ça nous représente? Ouais, attends. Bon, celui-là, allez, bon, allez. On va y aller. On va demander à IMC 3. Donne-nous ton avis. 0,5 pour gagner en lucidité, mais aussi par soupçon d'objectivité après l'excellente comédie horrifique. Voilà, bon, il parle du film. Voilà qu'un réalisateur se lance dans un film de genre inspiré pour réutiliser les termes employés du produit original. Le thème de l'horreur se fait rarement dans le cinéma français malgré qu'on le maîtrise si bien. Et petite dédicace à tous les réalisateurs français qui galèrent, je pense à Julien Maury, Alexandre Bostillo, Alexandre Aja qui est beaucoup aux États-Unis, mais alors que c'est un talent français pur, quoi. Et je trouve ça dommage. À l'instar du film original, ne coupez pas, le film demeure sur le film dans le film, avec un plan séquence d'une demi-heure, film dans le film identique, à la réplique près. Bon, ce n'est pas la première demi-heure, on se dit, ils sont taquins, ça fait rire, et ça s'arrête là. Et une fois de retour dans le monde réel X temps plus tôt, on apprend que le chef du projet n'est d'autre que Madame Matsuda. Oui d'ailleurs, c'est ça en fait. Ils font beaucoup de jeux aussi vis-à-vis du film original, disant que ouais, c'est un remake, on l'assume et tout ça. Voilà, il y a une idée que je trouve quand même, voilà, un peu grossier d'un point de vue Michel Vicious. Moi que je trouve grossier. Après voilà, ça c'est ma façon de voir la chose, on va dire. Ce même personnage, inspiré par la même actrice, je vais pas écorcher le nom, que dans le film japonais en 2017, expliquant que le réalisateur français son projet de court-métrage de zombies en un plan séquence live pour que pourquoi il y a rien. Bon, j'essaye d'avoir une raison d'auteur, de critique, spécialiste. Que ça avait déjà été fait au Japon quelques années plus tôt et que ça avait bien fonctionné, etc. Conduisant le spectateur à comprendre qu'il ne s'agit donc pas d'un remake mais d'une suite dans un univers où le premier court-métrage japonais a été tourné. Ouais, enfin ça c'est un peu gros quand même. Moi j'ai pas vu ça comme ça sur le coup. Donc à partir de là, le film identique avec des noms japonais. Oui,
Oui, parce que bon, dans les trucs des procédures, ça j'en ai pas parlé parce que j'ai squeezé sur le tout. Mais globalement, t'as quand même, dans la première partie, tout un aspect juridique qui est quand même assez jouissif, assez marrant, où les Japonais ne veulent rien changer au scénario. Et du coup, tu vois tous les acteurs français jouer avec les noms japonais, et même des fois qui cafouillent, et des fois qui cafouillent même les appels par leur vrai prénom de base dans le film. Donc du coup, c'est quand même vachement drôle. C'est quand même, je trouve ça quand même sacrément. Des fois, c'est des trucs qui me faisaient rire quand même, honnêtement. Voilà, la première partie, moi, je la trouve géniale. En tout cas, dans tous les cas, je me marre quand même vachement bien, même si je suis beaucoup moins fan du reste. Tac, 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 suite dans l'univers. Ah. Donc à partir de là, le film identique avec des prénoms japonais, on se dit bon ok, on fait une version occidentale du truc. Et effectivement, on peut savoir à un moment que le réalisateur français, dans le film, réalisateur français, regardait les séquences du film original. C'est vrai, Romain Duris regarde le film original dans le truc. Et c'est là que ça fonctionne et l'idée est intelligente, ça c'est vrai. Par moments, c'est vrai, enfin, moi je trouve, quand il vraiment il te présente le film, d'un point de vue justement, que c'est ouais, ça a déjà été fait au Japon, je trouve ça un peu grossier. Mais je trouve que dans les intentions de Romain Duris, justement, de regarder le film, s'en imprégner et tout ça, je trouve ça relativement juste. Mais là demeure le problème. Tous les personnages de Coupé ont à l'extérieur des caméras le même background que les homologues du film japonais d'origine ne coupaient pas. Famille identique, personnalité, santé, emploi du temps, blablabla. Bla. On se retrouve donc, en plus d'un copier-coller face caméra, avec, oui, en gros, il parle de tout ce qui est, en gros, l'aspect copier-coller d'un remake. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est les problèmes que tu peux y amener à chaque fois. À ce stade-là, mes explications, c'est difficile à suivre. Pour résumer simplement, c'est le même film de A à Z en moins bien. Bah, pas vraiment de A à Z, parce que franchement, les perspectives, il y a une envie quand même de franchiser un petit peu derrière. Donc, en soi, il y a une volonté d'apporter quelque chose de différent, comme quelque chose de nouveau, mais qui pour moi marche pas. Voilà, donc après, mais je comprends tout à fait ton point de vue que tu peux le savoir comme ça. Les imprévus, le jour du tournage, les problèmes humains, techniques, improvisation, sont exactement identiques au titre japonais. Avec à côté Madame Matsuda qui se plaint que le film s'éloigne trop du script, tandis que non, ces imprévus identiques, c'est ce qui s'est produit dans le film japonais quelques années plus tôt, produisent exactement le même résultat. Oui, après Mission Odysseus, il a pas envie de tout changer donc en partant du postulat, pour qui ne connaît pas le matériel de base, notre objectif, le 3 du pas mal sur ses réserves. Pour ceux ayant vu One Shot of the Day, aucune valeur supplémentaire, à moins de posséder un abonnement et d'être bien averti. Pour une petite séquence, non mais vous êtes sérieux, de 1h50, les 14 minutes supplémentaires sont probablement massivement dans le générique de fin. Pas forcément quand t'as les techniques, t'as plus de techniciens. Pourquoi 0,5 ? Parce qu'à ce stade de culot, c'est uriné sur le spectateur qui est allé voir le premier sans essayer de lui faire croire qu'il pleut. Belle métaphore de fin. Mais on va quand même aller voir des avis, parce que négatif, il n'y en a pas des masses. Ça reste quand même un film qui est quand même globalement plutôt bien noté. Et du coup, on va aller. On va voir ce que dit un spectateur content. Une vraie pépite drôle, surprenante. Oh putain. Du grand cinéma et du grand Michel Hazanavicius. Waouh, sérieux. Moi, je vois quelqu'un qui parle un peu quand même de... En fait, j'ai l'impression que ouais, beaucoup de gens, je pense, qui ont vu ce film-là. Alors c'est le truc qu'on a le problème du remake. J'ai envie de dire à beaucoup de gens, c'est... Attendez, je vais en caler bien, hop. C'est le problème intrinsèquement du remake. Parce que, quand tu fais un remake, ça, surtout avec autant de moyens, et ça je peux le comprendre, et c'est pour ça que je suis pas totalement non plus ultra cynique vis-à-vis de ça, parce que ça va développer, je pense, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le film original, ça va leur faire découvrir ce film de base. Et du coup, derrière, vous pouvez peut-être être curieux de nous regarder le film japonais, le film original. Alors c'est pour ça que j'espère que ça va se faire, parce que bon, je préfère largement l'original à la copie. Mais je pense que c'est un film quand même qui peut aider. Voilà. C'est pas le meilleur film excellent, pour moi c'est pas le meilleur film de Michel Hazanavicius. Mais voilà. C'est ma vision de voir les choses, et vous avez le droit de pas être d'accord. Nerveux, coloré et surtout hilarant, ne coupez pas, débute dans un très mauvais film de zombies tourné en plan séquence, et 30 minutes tournées en plan séquence se font sentir par le spectateur, mais restez. Non, moi je trouve pas. Il y a des moments où justement c'est hilarant, sur le coup, franchement. En fait, tu ris d'embarras, en fait. Et ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film qui me fait rire d'embarras,
français du moins, qui me fait rire dans Barra. Et ça, c'est vraiment un petit peu... C'est des plaisirs coupables comme ça que j'adore, des films qui font... Où tu fais... Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh, c'est gênant. Oh mais j'aime bien, ça me fait marrer. Le film se transforme et gagne à des niveaux de lecture. Oui, enfin les niveaux de lecture... Franchement, c'est là que je trouve le film japonais était plus fin sur ça. Je peux pas en dire plus pour ne pas gâcher le plaisir du visionnage, c'est bien gentil, mais j'ai très rarement autant ri au cinéma, donc la salle non plus est d'ailleurs, foncez. Donc voilà des avis. Je pense que... Voilà, il y en a un qui en parle, voilà, disons que ça, qu'il a bien aimé. Voilà. Mais globalement, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un film qui a des défauts intrinsèques à lui-même en tant que remake, mais globalement, je vais vous dire, allez le voir parce que c'est quand même un bon film. Vous pouvez vous taper des bonnes barres et surtout Zadie qui est juste mon héros. Cœur, cœur, cœur. Et j'ai promis à une personne, une de mes plus fidèles abonnés, de lui faire un coucou. Donc voilà, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien, pensez à liker si vous n'êtes pas d'accord, à liker si vous êtes d'accord, à commenter si vous n'êtes pas d'accord. Je fais tout le speech habituel du youtubeur, mais c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos avec vous et pour vous, rien que pour vous, mes chers auditeurs. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao.